Yo les trashers. S'il y a bien une chose qui fait kiffer tous les fans d'anime, c'est bien les combats. Que ce soit pour lancer une licence ou pour donner un coup de boost à sa visibilité, ils sont toujours là pour flatter la rétine des fans. Dans les top classiques, c'est toujours les mêmes combats qui reviennent. À force, ils commencent tous à dater un petit peu et tout le monde les connaît. Et bien aujourd'hui, avec le poteau Kélian TGR, on va vous présenter notre top des meilleurs combats de ces dernières années. Des combats plus récents, à côté desquels vous êtes peut-être passés. Et croyez-moi, cette sélection, elle devrait vous surprendre. Shingeki no Kyojin, Levi versus le Titan Bestial. Shingeki no Kyojin est clairement un animé à la production absolument délirante. Il y a tellement de scènes bien animées que c'est toujours une petite sucrerie à déguster pour tous les fans d'animation. Mais l'extrait dont je vais vous parler ici est au-dessus. Ça dure 1 minute. 1 minute complète sans temps mort où on assiste à la découpe sans pitié du Titan Bestial. Ça ressemble moins à un combat qu'à un massacre en règle. Levi joue littéralement avec les instincts primaires de Sig Jaeger. Il tend le bras pour le choper, Levi n'attendait que ça pour lui drifter littéralement dessus. Sig s'attend à se faire découper la nuque par une attaque arrière de Levi, ce dernier visait en réalité ses yeux pour pouvoir atteindre ses chevilles tranquillement, forçant le Titan à tomber au sol. Et lorsque le Bestial pense que Levi va tomber en ligne droite sur sa nuque, il pivote et lui découpe la main avant de se déchaîner sur lui. Sig ne fait que subir cet affrontement, en témoigne la surprise qui a envahi son visage au moment où il tombe au sol dans une animation bluffante où l'on sent tout le poids de la bête. À partir du moment où la mâchoire et la bouche du Titan bougent de manière si réaliste, on comprend qu'aucune concession n'a été faite pendant cette minute d'héroïsme de Levi. En même temps, faut voir le mec qui a bossé dessus, Hirafumi Imai, animateur star de la série. Le mec déjà responsable de cet extrait démentiel qu'on a montré plus tôt, et de toutes les scènes les plus cultes de l'anime. Il est clairement l'animateur le plus impressionnant du Studio 8. Je vous invite fortement à voir sa page Sakuga Booru pour vous rendre compte à quel point il est impressionnant. Des animations des mains de Nagato à la bataille explosive de Saitama et Genos, il est à l'origine de bon nombre de moments qui vous ont fait frissonner. Et puis bon, quand on sait qu'il a fait la prise de masse énorme et sèche de Mikasa, je sais pas trop ce qu'il vous faut. Damn, regardez-moi ces abdos, on pourrait y faire cuire des steaks. Vinland Saga, Thorkel versus Thorfinn. Shingeki no Kyojin c'est bien joli, mais c'est pas le seul animé où Hirafumi Imai fait des merveilles. Il a aussi gratifié Vinland Saga, un de mes coups de cœur de 2019, de ses plus grands talents. Et ce moment où Thorfinn, le petit orphelin élevé par des mercenaires, affronte Thorkel, le Goliath version viking, est un des moments les plus incroyables de l'animé. Un véritable combat opposant la vitesse et l'agilité de l'adolescent à la masse de muscles brutes qu'est Thorkel. Et toute la mise en scène du combat rappelle cette opposition. Dès le début, quand on voit Thorfinn courir sur le mât, on peut se dire « Ouais, c'est exagéré, il peut pas affronter un tel monstre avec ses compétences actuelles. » Par contre, quand on le voit sauter si vite que même la caméra n'arrive pas à le suivre, on comprend que cet affrontement va être incroyable. Côté Thorkel, il est tellement lent qu'il ne quitte presque jamais le cadre. Il occupe systématiquement les 3/4 de l'image avec son gigantesque tronc d'arbre qui lui fait office d'arme. Rien que le balayage du début, le bruitage plus l'animation nous donne vraiment l'impression qu'on va se le prendre en pleine gueule. Et le pire, c'est que Thorfinn l'utilise pour se propulser, quittant le champ de vision de Thorkel, en témoigne le fait que ce dernier quitte l'image, avant de réapparaître au dos au héros, n'arrivant pas à suivre sa vitesse. Le géant Thorkel domine clairement le combat, il est là pour s'amuser et fait n'importe quoi. Il s'amuse à balancer son tronc d'arbre que Thorfinn esquive sans difficulté, puis il se dit qu'il va finalement y aller à main nue pour le fun. Et quand je dis qu'il domine en permanence le combat, la mise en scène le prouve clairement, en montrant systématiquement Thorkel en contre-plongée du point de vue de Thorfinn. Le seul moment où c'est Thorfinn qui domine l'action, c'est quand il arrive à faire chuter son adversaire, et est sur le point de planter sa lame dans son cou. Mais Thorkel reste bien plus fort, il surpasse sa vitesse avec ses seuls réflexes et bloque la lame avec sa main, avant de s'amuser à fracasser Thorfinn contre le décor. Ce dernier arrive à fuir après lui avoir coupé 2 phalanges, mais il se sent profondément humilié. Il affronte un adversaire qui se jouait de lui, qui ne s'est jamais donné à fond et qui l'a surpassé sur sa spécialité, la vitesse. Ce combat est charnière dans l'évolution du personnage, il lui fait prendre conscience de ses faiblesses et le frustre énormément. C'est un plaisir pour les yeux de voir ce combat aussi soigné vu l'importance qu'il a, et il forme une splendide introduction au combat réellement sérieux entre les deux personnages qui aura lieu plus tard dans l'anime. Kimetsu no Yaiba, Tanjiro versus Rui. Je pense qu'il est inutile de présenter ce combat, il a littéralement secoué la toile lors de la sortie de l'épisode 19 de Kimetsu no Yaiba. En plus de la symbolique du méchant en quête de liens familiaux qui se bat avec des fils, qui sera vaincu par un frère et une sœur très proches grâce à l'héritage familial de leurs parents, ce combat est extraordinaire. Dès le départ, c'est une apothéose d'animation, notamment grâce à la fameuse caméra 3D typique du studio Ufotable. Mais le carnage commence réellement lorsque la musique Kamado Tanjiro no Uta, spécialement créée pour l'occasion, se lance. C'est annoncé, on va assister à une scène d'anthologie. Elle se lance sur un flashback de Tanjiro qui assiste à la danse du dieu du feu de son père, qui est sublime et magnifiquement rotoscopée. La rotoscopie est une technique d'animation qui consiste à filmer quelqu'un et à le redessiner frame par dessus. C'est du décalcage en somme. C'est normalement un moyen de gagner du temps quand les plannings sont un peu serrés, mais le studio a habilement utilisé cette technique. C'est pas utilisé ici pour des problèmes de temps. Le but ici était d'insuffler un maximum de réalisme à la scène. Non seulement c'est essentiel pour sa beauté, mais en plus ça justifie inconsciemment dans notre tête de spectateur pourquoi cette danse est ancrée dans la mémoire de Tanjiro, lui donnant un côté presque mystique. Puis le refrain
enfin qui se lance sur le premier mouvement de la danse du dieu du feu de Tanjiro, et là, l'orgie visuelle commence. Tanjiro n'est plus le petit samouraï chasseur de démons, il semble transcender la gravité, transformant son dragon d'eau en une germe éclatante de feu, semblant flotter dans les airs et en se propulsant vers son adversaire, se replaçant sans peine pour toujours mieux traquer son ennemi qui tente de s'éloigner en permanence avant de se faire attraper sans peine par un Tanjiro transcendé par son souffle. Rui animé avec soin par le studio, on ne le remarque qu'après plusieurs visionnages tellement Tanjiro accapare notre attention, mais c'est aussi un détail qui renforce l'immersion. Et même si c'est grâce à sa sœur qu'il réussira à porter le coup fatal dans une explosion de flammes fraternelles, c'est bel et bien lui qui fera abattre le tranchant de son sabre dans un cercle de flammes. Chauve parlait de mouvements de caméra impressionnants en parlant de Vinland Saga, mais le combat récent qui l'illustre le mieux, c'est réellement celui-ci. Elle semble peiner à suivre Tanjiro, n'arrivant pas toujours à le cadrer à la même distance. Elle zoome et dézoome sur lui, subit son déplacement, semble être surprise par les accélérations, et ça donne un putain de dynamisme à la scène. Sans compter la débauche d'effets spéciaux qui subliment le combat sans jamais tomber dans le bling bling. Tout ça ne vous semble pas familier? C'est normal, c'est la signature du studio maître de ces outils, Ufotable. Ces derniers n'ayant pas d'autre expérience majeure que la série Fate, il est normal de pas être habitué à cette patte si particulière. Et même s'ils sont plus connus pour leur post-production que pour leur animation, on peut saluer la prestation de Go Kimura qui s'est chargé du combat tout seul. Ouais, ça impose le respect. Mob Psycho 100, le combat contre Shizamaki. Mob Psycho 100 est clairement un de mes animés favoris. L'humour très particulier et l'animation unique en son genre en font une véritable pépite d'animation. Il est rempli de combats absolument incroyables. Déjà, il y a celui contre Koyama dans la saison 1 qui avait fait le tour d'internet, mais la saison 2 fourmille de moments tout aussi sublimes que celui-là. Shizamaki, pour ceux qui ont oublié, c'est le numéro 2 de La Griffe, l'organisation criminelle que Mob doit affronter. Et ce mec est incroyablement fort. Il a beau être aveugle, il est capable de ressentir ce qui se passe autour de lui avec son pouvoir et d'anticiper les mouvements, en plus d'être capable de se téléporter et de renforcer ses coups. Son seul point faible est sa concentration, qu'il a tendance à perdre quand il est contrarié, le rendant incapable de sentir les attaques. Il est tellement fort que les amis de Mob et les anciens lieutenants de La Griffe, les traîtres de l'organisation, partent dès le début pour l'affronter à plusieurs. Bon, inutile de dire que ça ne suffit pas, mais ce qui est incroyable dans ce combat, c'est à quel point le studio Bones a géré la chorégraphie de plusieurs combattants différents. Même quand ils sont 4 à l'écran, on parvient parfaitement à lire leur action sans problème. Ce qui est une sacrée prouesse quand on voit le spectacle son et lumière que constitue ce combat. Mais ce qui m'a mis sur le cul, c'est un truc tout bête, la mise en scène du 1v1 entre Teruki et Shizamaki. Il le chope par la tête et se téléporte avec lui pour le fracasser contre un mur, puis contre une vitre dans un mouvement super fluide. En somme, seul le décor change. Il commence à le massacrer dans une débauche de téléportation, avant que Teruki ne comprenne son pattern d'attaque et réussisse à l'anticiper, le perturbant suffisamment pour que tout le groupe puisse commencer à lui mettre sa part. Mais le soulagement n'est que de courte durée puisqu'il se relève très vite et les met tous au sol, mais il sera très vite détourné par le pouvoir démesuré de Mob qui s'approche de lui avec un air menaçant. Et le pire, c'est que c'est même pas Mob qui va le vaincre, mais Reigen, l'escroc sans pouvoir qui va littéralement l'approcher dans le plus grand des calmes avant de le mitrailler de coups, une de ses fameuses techniques spéciales dont lui seul a le secret. Ouais, c'est un peu absurde comme fin de combat, mais c'est du Mob Psycho quoi, c'est l'humour de la série et le style de son auteur. One, pour ceux qui auraient oublié, c'est quand même le papa de One Punch Man. Dragon Ball Super le film, Gogeta versus Broly. Pouah, que dire, un film Dragon Ball Super Broly qui sort en pleine hype de l'animé et qui est censé créer une vraie histoire canon à Broly, le Super Saiyan légendaire. Tout le monde s'attendait à une qualité graphique impeccable et des combats de fous furieux, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on en a eu pour notre argent. Le combat le plus impressionnant est certainement celui de Gogeta, fusion de Son Goku et Vegeta, contre Broly. Ça commence très fort avec une débauche de rayons laser que Gogeta esquive sans la moindre difficulté. Broly est vénère et Gogeta est très chaud pour en découdre comme il le faut. Une transformation en Super Saiyan, des bruitages vidéo et des zooms successifs sur le visage de Broly en rage apportent dès le départ un côté kitsch qui est tellement appréciable. C'est pas trop, juste ce qu'il faut pour chatouiller la corde nostalgique. Là où Gogeta semble maître du moindre de ses mouvements, Broly est une vraie bête sauvage qui bouge comme telle. On comprend très vite que ça va être une lutte entre la technique de Gogeta et la force brute de Broly. Gogeta fait tout pour saper l'endurance de Broly. Projection, high kick, laser, tous les moyens sont bons. Et le pire, c'est que Gogeta semble juste s'amuser. Plusieurs fois, on a eu le temps d'apercevoir entre deux téléportations un petit sourire narquois. Viens là mon grand, je t'attends, semble-t-il penser. Il veut un combat d'anthologie, et ça tombe bien parce que nous aussi. Non parce que bon, ça finit quand même par se battre au-dessus d'un volcan éveillé, et ils brisent l'espace en opposant leur Kamehameha. Ah oui, parce qu'on a quand même le droit à des combats en CGI dans le vide spatial. Par contre, c'est pas la CGI de Shingeki no Kyojin qui sent le vieux chameau, hein. Là on parle d'un truc vraiment stylé et qui choque pas de ouf. Ça nous fait pas sortir de l'action comme le titan colossal quoi. Ce combat est une ébauche de baston pur pendant plus de 6 minutes. Aucun dialogue, que de la castagne, des impact frames et des rayons laser. Et forcément, Dragon Ball oblige, le combat devait se finir sur un Kamehameha. Seul moment où on verra un Broly non pas enragé, mais effrayé par l'énergie qui se déferle sur lui. Je ne vous spoilerai pas l'issue du combat, mais très franchement, ça vaut clairement le détour.
Boruto The Movie, Naruto et Sasuke versus Momoshiki. Si l'anime Boruto fait débat, il est indéniable que le film servant d'introduction à l'histoire est de très bonne facture. Mais là où ce dernier excelle vraiment, c'est dans son combat final. Les deux membres du clan Otsutsuki foutent le sbeul à Konoha, mais ils sont rapidement pris en chasse par les Kage des différents villages. Et le vrai point d'orgue du combat, c'est quand Momoshiki absorbe le chakra de son compagnon, devenant un monstre débordant d'énergie dont la simple projection met les autres Kage au sol. Mais pas Naruto et son Hokage de l'ombre, Sasuke, qui vont l'affronter dans un combat qui flatte la rétine et qui témoigne toute leur évolution depuis la fin de la saga Naruto, et ce dès les premières secondes. Dès la première charge, on remarquera la traînée de chakra de Kyuubi sous les pieds des deux héros. Naruto semble partager son chakra comme si de rien n'était avec son compagnon. L'introduction du combat démontre toute leur perfection du taijutsu, l'art martial des ninjas. Si ce n'est pas surprenant de voir Sasuke exceller avec son sabre, ça l'est beaucoup plus de voir Naruto le manier sans difficulté. Tout comme ça l'est de voir Sasuke gérer Momoshiki en 1v1 au KLM avec un bras en moins. La synchronisation entre les deux amis semble sans faille en taijutsu, tellement qu'ils forcent leur ennemi à utiliser du ninjutsu en premier. Et c'est quand Naruto assiste impuissant à la blessure de Sasuke qu'il commence à sortir Kyuubi. Là ça rigole plus, ça va chier et on le ressent rien qu'au cri de rage de Kurama et Naruto. Sans déconner, ça ressemble vraiment à un combat Gundam versus Godzilla. Des serpents géants dont Kyuubi se défait sans difficulté, des éruptions en fond, un phénix géant, et surtout la fusion des deux titans de Naruto et Sasuke. Le Kyuubi en armure de Susanoo contre le colosse de pierre de Momoshiki. Osez me dire avec la lenteur des mouvements colossaux des deux géants qu'on ne dirait pas un combat titanesque de mecha, sans parler de la pose supraclasse de Kyuubi qui semble viser son adversaire avec sa main. Cette découpe, cette orgie visuelle, les conséquences de ce seul coup sur l'environnement autour, c'est fini. Naruto et Sasuke ont gagné sans difficulté, les deux meilleurs ninjas du monde Shinobi ont encore fait des merveilles et ont encore montré toute l'étendue de leur talent aux autres Kage. Pour la petite anecdote personnelle, la première fois que j'ai vu ce combat, je n'avais pas encore lu Naruto. Je m'étais arrêté au 5ème tome plus jeune, donc je connaissais les bases de l'histoire, je connaissais les twists scénaristiques à force de traîner sur internet, mais c'est tout. Et bien ce combat, censé donner envie aux gens de s'intéresser à Boruto, m'a donné envie de lire Naruto, que j'ai dévoré en même pas 2 mois. C'est une dinguerie absolue, à chaque fois que je le regarde, j'en ai des frissons, poussés par l'OST Spin and Burst que vous entendez en ce moment même. C'est un pur moment de plaisir. Il fait hommage à plus de 15 ans de Naruto et montre parfaitement l'évolution de Naruto et Sasuke depuis leur combat iconique avant que ce dernier ne rejoigne Orochimaru. D'ailleurs, fun fact, c'est le même mec, Norio Matsumoto, qui a animé ce combat ainsi que les séquences de taijutsu du combat contre Momoshiki. En plus d'opposer un vrai challenge d'animation à son équipe, le studio a fait appel au mec qui a déjà fait ses preuves en animant parmi les combats les plus cultes de la série. Oui, parce qu'il a aussi participé au premier combat de Sasuke contre Orochimaru et à celui de Rock Lee contre Gaara, un des combats les plus légendaires qui soit. D'ailleurs, puisqu'on parle de grands noms, est-ce que vous vous souvenez d'Arifumi Imai, dont on a parlé plus tôt, et du combat entre Kyuubi et le colosse de terre que je qualifiais de titanesque? Vous me voyez venir, c'est bel et bien Imai qui a animé ces séquences. Après tout, qui mieux pour animer deux colosses se battre que l'animateur star de Shingeki no Kyojin? Notez qu'il existe une version différente de ce combat dans l'anime, plus fidèle au manga mais un peu moins belle puisque c'est une série, donc un peu moins de temps pour peaufiner les plans, même s'ils en ont quand même repris certains du film. C'est amusant d'aller les comparer et de voir que les mêmes choses sont transmises par ces deux versions. D'autant plus qu'Arifumi Imai a fait des plans en plus pour cette autre version, donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Les combats qu'on a vus ensemble sont tous des pépites de l'animation japonaise, et le point commun entre tous, c'est qu'ils appartiennent tous à des licences aujourd'hui super connues. S'il est normal de retrouver ce genre de choses chez des mastodontes super populaires comme Dragon Ball ou Naruto, c'est littéralement leur présence qui va faire exploser la popularité de Kimetsu no Yaiba, Vinland Saga ou encore Mob Psycho. Parfois des trésors peuvent se cacher dans des licences peu connues, alors restez curieux. On espère que cette petite sélection vous a plu, merci à toute l'équipe de monteurs pour son bon travail, et n'hésitez pas à nous suivre sur nos Twitter respectifs pour avoir des nouvelles de manga trash. N'hésitez pas non plus à nous dire quel combat vous auriez rajouté, on est forcément passé à côté de quelque chose. Sur ce, je vous fais une bise barbu emplie d'amour viril, c'était Chauve Burlesque avec Kélian TGR, et une bonne vie, et à la prochaine.